Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce soir. On a vraiment un grand plaisir de pouvoir partager la soirée tous ensemble. On va parler beaucoup du Beyond Banking ce soir. Donc le Beyond Banking, qu'est-ce que c'est? Le Beyond Banking, c'est vraiment voilà, cette stratégie qui est portée par les établissements des services financiers de pouvoir aller proposer de nouveaux services à leurs clients, voilà, des services qui sont des services extra-bancaires, qui vont aller impacter leur vie, mais tout en ayant derrière une considération de comment est-ce que ça peut alimenter ce qui est leur métier, qui est le cœur bancaire, et donc la distribution de services financiers. Pour donner un exemple voilà, assez parlant, comment est-ce que je vais pouvoir demain distribuer des services extra-financiers à ma clientèle senior, par exemple, donc des services autour de la santé, pourquoi pas, des services autour du loisir, des services autour du lien social, mais comment est-ce qu'en même temps, je vais pouvoir identifier le bon moment pour pouvoir lui proposer, par exemple, une nouvelle complémentaire santé. Donc c'est ce lien entre voilà, être utile au client, lui apporter de la valeur, tout en servant son propre développement, qui fait vraiment la thèse du Beyond Banking. Donc juste nous, au WISB, comme vous le savez pour une grande majorité d'entre vous, donc c'est aussi un moment un peu presque émouvant de notre vie, puisque après 10 ans à travailler exclusivement pour les jeunes, on lance une nouvelle marque, qui est la marque Obendi, que vous voyez un petit peu partout. Obendi, pour ceux qui ne l'ont pas identifié, c'est l'anagramme de Beyond Banking. Et donc, de manière extrêmement simple, ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille avec les banques et les assurances pour leur proposer des plateformes de services qui puissent accompagner toute leur clientèle des jeunes. Et ensemble, je crois qu'on a impacté voilà, la vie de nombreux jeunes tout en ayant offert de nouvelles perspectives, notamment aux banques. Et en fait, avec Obendi, aujourd'hui, on va mettre à profit donc, cette infrastructure technologique qui est présente sur le marché pour pouvoir permettre donc, aux banques et aux assurances de pouvoir aller servir non pas seulement que les jeunes, mais vraiment tout leur segment de clients, c'est-à-dire la clientèle des seniors, les pros, les entreprises, les indépendants, les artisans, la clientèle vulnérable et bien d'autres encore. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc juste vous dire 2 mots de ce qui va guider notre investissement dans le futur, et après je vais passer la main à Christian et à Julien qui vont parler du livre blanc, mais juste vous dire qu'il y a 3 axes qui vont vraiment construire notre avenir. 1, investir encore davantage dans la technologie. On a déjà beaucoup investi depuis ces 5 dernières années, mais on compte renforcer nos investissements dans ce domaine. Comment ? En allant proposant aux établissements de pouvoir aller identifier différentes typologies de clients, par exemple des prospects, des clients premium, des clients standards, pour pouvoir leur proposer différents niveaux de service, premier point. 2, la data, comment est-ce qu'on peut davantage traiter les données qui sont liées à ces services extra-bancaires pour pouvoir les nourrir derrière la distribution de mes services financiers. Et 3, l'interfaçage. Comment est-ce que je peux m'interfacer le plus simplement possible au SI de la banque pour pouvoir être en capacité de distribuer demain sur ces plateformes des services extra-bancaires et des services qui sont les services financiers. Donc premier investissement, la technologie. Deuxième investissement, les services. Aujourd'hui, WISB travaille avec plus de 130 startups qui sont partenaires, qui permet d'accompagner les clients, la clientèle des jeunes, mais aussi d'ores et déjà la clientèle des pros, la clientèle des seniors. Notre ambition, c'est de pouvoir demain travailler avec un peu plus de 500 partenaires de l'écosystème. Donc on scoute, on identifie dans l'écosystème tous les services, tous les partenaires qui peuvent être intéressants pour vos clients. Et voilà, notre ambition, c'est de travailler avec eux pour qu'ils soient disponibles sur nos plateformes, mais qu'on puisse aussi plus facilement intégrer vos partenaires, ceux que vous avez déjà, pour qu'ils puissent être distribués à vos clients. Et enfin, le troisième pilier, et je vais m'en arrêter là, c'est d'investir dans la relation. Donc on a construit ensemble des relations partenariales qui sont extrêmement fortes et on souhaite continuer à appuyer dessus pour que demain, on puisse construire des initiatives qui apportent énormément de valeur aux clients, qui impactent véritablement et durablement leur vie, tout en ayant servir vos propres fonds de commerce et votre développement. Je voulais juste dire un dernier mot, c'est un merci. Merci vraiment à tous les partenaires qui nous accompagnent depuis longtemps, tous les gens qu'on a rencontrés qui nous ont permis de donner naissance aujourd'hui à Obendi, toutes les équipes et tous les intervenants, tous les organisateurs de l'événement ce soir. Merci et très bonne soirée à vous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Christian Innis, je suis partenaire dans l'équipe service financier de Roland Berger et je suis accompagné par Julien Leuze, donc directeur général d'Obendi.
Donc il nous incombe la lourde tâche de vous faire le teaser de notre livre blanc. Donc l'idée c'est bien de faire la bande-annonce et pas de tout vous dévoiler, mais de vous donner envie d'aller plus loin. Il sera disponible dès la fin de cet événement sur les différents sites web et on vous poussera un mailing. Donc avant, peut-être la première question c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui et maintenant de parler de Beyond Banking et de Beyond Insurance. Donc pour qu'on soit synchro, normalement, on a des slides qui arrivent, voilà, donc ça, on vient de le faire et vous avez eu les photos. Le premier point, finalement, c'est regardons un peu ce qui se passe en termes de dynamique et de résultats pour les banques. Alors la plupart d'entre vous, la plupart des acteurs sont en train de publier les résultats du troisième trimestre qui sont dans l'ensemble et pour les grands bancaires plutôt bons, voire très bons, en croissance à périmètre constant sur les années précédentes. Par contre, quand on regarde un peu plus ce qui se passe sur le périmètre de la banque de détail, on voit effectivement que les ratios de PNB sur encours ont plutôt tendance structurellement à baisser, et même si on isole un peu le cas Covid. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les relais de croissance pour les acteurs de la banque se trouvent peut-être au-delà du cœur, donc au-delà des produits et des services purement bancaires, et peut-être au-delà de ce qui est considéré comme la clientèle cœur. Donc ces facteurs s'expliquent de plusieurs raisons. On est effectivement sur une croissance démographique faible en France, on est effectivement sur un taux de bancarisation élevé, on est, pour tous ceux qui exercent dans le métier, face à une concurrence accrue. Donc on a un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, les relais de croissance se trouvent peut-être au-delà de ce qu'on a eu l'habitude de faire. Il y a un autre phénomène assez important, c'est que au-delà de ces aspects purement financiers, l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit bancaire ou assurantiel, fait face à des mutations profondes. Elles ne sont pas forcément nouvelles, elles ont néanmoins tendance à s'accélérer. Sans passer forcément la liste exhaustive, peut-être mettre en exergue certains aspects. Le premier, c'est le client et ses attentes. On parle de proximité, mais la proximité est redéfinie. On ne parle plus forcément de la distance à l'agence, mais de l'instantanéité, de l'immédiateté, quel que soit le canal. Il y a un autre sujet qui est extrêmement prégnant, c'est que l'innovation, c'est plus un sujet incrémental, mais c'est un sujet de business as usual. Tout ça entraîne aussi une fragmentation plus élevée de la chaîne de valeur. Le modèle intégré, distribution, production, capacité de financement, est potentiellement et partiellement remis en cause. On parle d'embedded finance, ça veut dire qu'aujourd'hui, la finance et les services financiers peuvent être distribués par d'autres. Il y a les sujets d'ESG qui sont de plus en plus prégnants. Les clients font aujourd'hui extrêmement attention à leur comportement pour les sujets environnementaux et sociétaux. Ils font aussi extrêmement attention à ce que font leurs partenaires, qu'ils soient banquiers ou assurantiels. On se doit d'être exemplaires. Il y a bien sûr des enjeux de sécurité. Le nombre de données disponibles explose, le partage de ces données est facilité et chaque consommateur est finalement un peu inquiet et veut s'assurer que ces données sont partagées avec des tiers de confiance. Il y a bien sûr des sujets qui sont peut-être les plus prégnants pour nous, sont les sujets d'écosystème. On ne réfléchit plus forcément en produits financiers ou en clients au sens large, mais bien en écosystème, qui soit d'écosystèmes produits, comprennent la mobilité, comprennent la santé, comprennent des écosystèmes aussi de clients. On a évoqué auparavant la clientèle jeune, il y a aussi la clientèle senior. Le raisonnement aujourd'hui ne se fait plus autour de produits, mais de traitement de bout en bout de ces expériences. La mobilité aujourd'hui, ce n'est pas juste un crédit auto, ce n'est pas juste une assurance, c'est comment j'utilise l'automobile. Donc tous ces phénomènes font qu'en fait, le modèle traditionnel et historique est de plus en plus challengé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut repenser probablement la manière dont on exerçait le métier et quel positionnement on avait sur la chaîne de valeur. Je l'évoquais avant, le modèle historique qu'on a connu et notamment sur des modèles d'Europe continentale d'acteurs entièrement intégrés sur la chaîne de valeur est challengé. Alors il est à la fois challengé par des nouveaux entrants, mais il est aussi challengé parce que c'est pertinent de le faire. Aujourd'hui, pour adresser ces écosystèmes, on n'a peut-être pas forcément tous les produits sur l'étagère au sein de l'établissement, au sein du groupe. On n'a pas forcément les bons canaux pour les amener aux bons clients et on n'a pas forcément toutes les briques technologiques pour le faire de la manière dont les clients l'attendent. Donc il y a plusieurs manières d'envisager la chaîne de valeur de demain, s'appuyer sur des partenaires de distribution, s'appuyer sur des partenariats de produits, déléguer certaines briques techno ou compléter certaines briques techno. Et il n'y a pas pour nous un modèle qui fait foi, à chacun d'établir un peu sa stratégie en fonction de ses ambitions et des enjeux. Et c'est là qu'intervient aussi la notion de plateforme, puisque comme vous le voyez, on arrive sur un dispositif de plus en plus éclaté. Il faut être capable de mettre en musique ces différentes briques. Et c'est souvent là que réside la difficulté. Pourquoi ?
parce qu'il y a un certain nombre de freins dans les organisations. Ces freins sont organisationnels. Les choses, les expertises, les personnes ne sont pas forcément au bon endroit. Donc aujourd'hui, même pour un groupe bancaire, être capable d'apporter toute sa gamme de produits au bon client, au bon moment, n'est pas complètement évident. Et il y a surtout des freins technologiques. On parle souvent des systèmes legacy et autres qui n'ont pas forcément l'agilité requise pour répondre rapidement à ces évolutions. Et donc tous ces éléments de contexte font qu'aujourd'hui, il faut penser beyond banking. Et je pense que c'est le moment de faire la transition avec Julien qui va nous expliquer un peu plus comment on peut approcher cette notion. Je vais me lever, moi. Effectivement, comme l'a dit Christian, la notion d'écosystème est un peu partout aujourd'hui. Il y a plein de nouvelles tendances qui ont émergé autour de ces notions-là. On entend parler de banque as a service, de banque as a platform, de beyond banking. On reviendra un peu plus tard sur ces notions. Ce qui est important, c'est que ces écosystèmes font que le rôle du banquier ou de la compagnie d'assurance a évolué. On est passé d'un rôle de partenaire financier à une vraie société qui distribue multiples services. La posture du banquier a évolué. On est passé il y a quelques années du banquier expert au banquier conseiller. Et aujourd'hui, on va vers le banquier compagnon qui accompagne réellement son client dans son quotidien, mais sur de nombreuses thématiques. Christian a parlé de la santé et du bien-être, il y a des thématiques autour de l'emploi, on parle du logement, on parle de la mobilité, et sur l'ensemble de ces thématiques-là, le banquier et l'assureur ont un rôle à jouer aujourd'hui. Et donc pour faire ça, il le fait avec son cœur de métier, ses produits financiers, mais aussi avec l'extra-financier. Et l'enjeu dans la relation client, c'est de rester cohérent dans cette démarche-là et de réussir à mixer ces démarches en identifiant le besoin bancaire qui est derrière l'enjeu du quotidien du client. Pour faire ça, il faut détecter le moment de vie du client. Est-ce qu'il est en train de rechercher un emploi? Est-ce qu'il est en train de déménager? Est-ce qu'il est en train de préparer sa retraite? Basé sur ce moment de vie, lui proposer le bon service extra-financier pour répondre à ce besoin-là, donc apporter de la satisfaction et de l'accompagnement, et ensuite d'essayer d'enrichir cette réponse avec le produit financier qui arrive au bon moment pour ce client-là. Si on prend juste un exemple sur l'emploi, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, on a beaucoup travaillé, nous, pour la jeunesse, et donc nombre de nos clients ont mis en place des plateformes pour accompagner cette jeunesse-là. Et un des sujets de la jeunesse, c'est bien sûr la professionnalisation et l'accès au marché du travail. Du coup, on a proposé des solutions dans lesquelles les banques accompagnaient leurs jeunes clients sur le choix de leur orientation, sur leur formation, sur la préparation de leur CV ou de leurs entretiens, et ensuite sur la recherche de leur emploi. Donc ça, c'est pour la partie extra-bancaire. De l'autre côté, sur la partie bancaire, il y a des accompagnements sur l'accès au financement de cette vie étudiante. Et puis une fois qu'on rentre dans la vie active, il y a des enjeux sur l'épargne, la domiciliation du salaire, il y a des enjeux pour les apprentis artisans ou les professions libérales sur le lancement de leur business. Donc on voit bien que c'est vraiment un écosystème et un jeu de ping-pong entre la partie extra-bancaire et la partie bancaire. Alors pourquoi on fait ça et finalement pourquoi ces écosystèmes sont importants? C'est important pour aller chercher les relais de croissance dont parlait Christian tout à l'heure. On peut aller chercher ces relais de croissance en cherchant de la diversification. C'est ce qu'on a à travers le bank as a service ou le bank as a platform. Bank as a service, donc on va distribuer nos propres produits financiers sur des nouvelles audiences qui sont des clients de partenaires tiers. C'est le cas typiquement de la police d'assurance qui va être distribuée chez Darty pour assurer son électroménager, ou du crédit auto qui va être distribué chez le concessionnaire auto pour acheter sa voiture. C'est aussi le cas dans le bank as a platform où cette fois on est sur une logique où on distribue des nouveaux produits, donc on se diversifie sur l'axe produit, on distribue des nouveaux produits à nos propres clients. Et j'en parlais encore tout à l'heure avec Christophe, le cas de Société Générale qui, comme Crédit Mutuel, maintenant vend des voitures sur son site web, en leasing, en achat direct, etc. Et donc vraiment, la banque s'ouvre des nouveaux relais de croissance en allant distribuer ces produits-là. Nous, notre conviction, c'est que la diversification, c'est intéressant, ça permet d'aller chercher des nouveaux relais, mais les plateformes, ça doit aussi servir à développer
le cœur de business sur vos propres clients des banques et des assureurs. Et typiquement, on est convaincu que c'est beaucoup plus intéressant de travailler cet apport écosystémique pour finalement fidéliser les clients, pour faire du multi-équipement, pour apporter plus de valeur, plutôt que d'aller prendre quelques centimes ou quelques euros sur une transaction lorsqu'on vend un service additionnel qui n'est pas son cœur de métier. Donc voilà, nous, vraiment, ce qu'on défend et ce qu'on met en place dans nos solutions, c'est cette partie Beyond Banking, c'est-à-dire comment je mets cette démarche écosystémique au service de mon cœur business pour mieux servir et mieux et plus vendre finalement à mes clients existants. Pour faire ça, donc le Beyond Banking s'appuie sur les 3 leviers classiques que connaissent tous les directeurs marketing finalement du marché, la conquête, la fidélisation et l'upsell. Sur la partie conquête, cette logique de Beyond Banking permet de proposer une offre à plus forte valeur ajoutée. On va plus accompagner le client, de se différencier par rapport à la concurrence. Et puis, il y a un enjeu également d'image et de valeur. On sait aujourd'hui que l'engagement sociétal est une démarche ultra importante pour les clients. Et donc, via ces démarches de Beyond Banking, c'est aussi un moyen de montrer à ces clients finaux que vous êtes un acteur engagé. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les résultats là-dessus, c'est qu'on arrive à aller chercher entre 8 à 12% d'entrées en relation additionnelle lorsqu'on met en place ce genre de démarche, s'il y a une communication poussée sur la démarche derrière et si bien sûr le réseau commercial est formé pour accompagner la mise en marché de ces plateformes-là. Deuxième levier sur la fidélisation, on parle de satisfaction client, on l'accompagne, on l'encourage à être engagé vis-à-vis de la marque. Et surtout, ensuite, on le travaille spécifiquement sur des moments de vie dans les périodes de churn classiques. Je reprends l'exemple sur les jeunes. On sait que 16-18 ans, c'est l'émancipation bancaire. Le jeune commence à ouvrir son compte personnel et sort de la banque de ses parents. 25-30 ans, c'est le premier achat immobilier. Tout ça, ce sont des moments critiques sur lesquels le Beyond Banking a un rôle particulier à jouer parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être présent pour pouvoir accompagner votre client et du coup le fidéliser. Ce levier-là permet de réduire l'attrition. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'avec cette réduction d'attrition, on arrive à allonger à peu près la durée de vie d'un client de 2,5 ans. Donc voilà, c'est un peu plus de 15% par rapport à ce qu'on constatait. Et puis la troisième notion, c'est la notion de multi-équipement. Donc là, on parle d'upsell par rapport à l'équipement actuel d'un client. C'est bien sûr basé sur la connaissance client. Dans les logiques de Beyond Banking, on va aller suivre finalement ce qui se passe sur ces plateformes, quels sont les services consommés, est-ce que l'utilisateur est en train de rechercher un logement ou autre. Et toutes ces données-là, ce sont des données qui vont venir enrichir le CRM du client et votre CRM pour qu'ensuite il puisse y avoir des motifs de contact nouveaux basés sur cette connaissance de client accrue et en plus mise à jour, puisqu'on sait que ce qui est compliqué, c'est de mettre à jour cette donnée-là tant que le client ne revient pas en agence pour vous donner ces nouvelles informations. Là-dessus, un KPI qu'on note, c'est que sur certains, en fonction des produits, en fonction des actions qui sont menées, on peut avoir jusqu'à 30% à peu près de production complémentaire. Pour conclure, je voudrais juste vous partager 3 convictions sur les facteurs clés de succès par rapport aux différents projets qu'on a pu mener depuis 5 ans. La première conviction, c'est que la plateforme doit être l'outil central de cette démarche de Beyond Banking. Il y a des démarches extra-bancaires qui se font sans plateforme. Il y a des entreprises qui choisissent d'avoir juste un site web dans lequel ils listent et référencient un certain nombre de partenaires sur lequel il y a souvent des prix discountés. Et donc, ça permet à l'utilisateur de bénéficier de ces partenaires-là. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les taux d'utilisation sont très faibles lorsqu'on est comme ça, parce que l'expérience n'est pas bonne. C'est-à-dire que l'utilisateur va sur le site, doit cliquer, renvoyer vers un partenaire, voire même doit appeler un numéro vert pour avoir le service. Donc nous, on pousse vraiment une démarche, on croit que la plateforme permet d'avoir une démarche beaucoup plus immersive et du coup de réduire les freins sur l'utilisation de cette démarche Beyond Banking. Deuxième point sur la plateforme, la centralisation de la gestion. Forcément, l'ensemble des partenaires sont situés à un endroit, on pilote tout ça, on sait quels sont comme on peut traquer tout ce qui se passe, on sait quels sont les partenaires utilisés, non utilisés, on peut mettre à jour finalement cette démarche-là, et ensuite on peut concentrer la communication de la banque ou de l'assureur sur cette plateforme, puisqu'on a une colonne vertébrale qui rassemble l'ensemble de l'initiative.
Et le dernier point, c'est bien sûr le ROI dont j'ai parlé juste avant, puisque lorsqu'on est dans une démarche plateforme, on traque ce qui se passe, on collecte la donnée, on capitalise dessus et on le renvoie au système de la banque pour que lui-même puisse faire ensuite ses propres actions marketing et commerciales. Et donc on est dans une démarche vertueuse, contrairement à une approche artisanale où finalement, une fois que le client a cliqué sur le lien pour aller voir un partenaire, on perd ce qui se passe et on ne peut pas suivre et donc faire cette boucle de rétroactivité qui est tout le ROI de la démarche. La deuxième conviction, c'est une démarche progressive. Lancer une démarche de Beyond Banking, c'est quelque chose qui embarque plusieurs et même assez nombreuses parties prenantes. Cela dit, on pense que c'est très important de se lancer rapidement, dans le sens où ça ne sert à rien de réinventer la roue sur les solutions techniques, sur les écosystèmes partenariaux, tout ça, ça existe déjà, donc on peut l'utiliser pour aller chercher des quick wins rapidement et donner envie finalement aux différentes parties prenantes de rejoindre l'aventure, différentes parties prenantes internes de la banque ou de l'assureur. En revanche, il faut travailler sur le temps long. On est dans une démarche où on va créer une relation et on va avoir un ROI dans la démarche lorsqu'on va intensifier cette relation bancaire. Donc on n'est pas sur une démarche transactionnelle où on donne un chèque de 50 € à un client et tout de suite on voit s'il réagit, s'il est venu dans notre banque. Là on est dans une démarche où on va le fidéliser, on va faire de la rétention, on va faire du multi-équipement. Et donc on est sur le temps long et souvent on voit des démarches pluriannuelles qui se mettent en place chez les clients et qui partent la plupart du temps d'une démarche assez simple, où on met simplement une plateforme à disposition, et qui, au fil du temps, vont se sophistiquer. Benjamin parlait tout à l'heure de la possibilité de sous-segmenter des cibles. Un jeune de 17 ans, il peut être lycéen, il peut être apprenti artisan, il peut être jeune actif, et forcément, ce jeune-là, il ne va pas avoir les mêmes besoins extra-bancaires, ça ne va pas être le même quotidien, mais il ne va pas aussi avoir les mêmes besoins bancaires. Et donc voilà, on peut segmenter comme ça, on peut mettre en place des logiques de freemium pour donner des accès privilégiés à des bouquets premium pour des clients premium. Et tout ça, c'est des logiques de sophistication qui doivent venir dans le temps, mais on recommande plutôt de commencer de manière rapide et basique, et puis ensuite d'aller petit à petit vers des fonctionnalités plus avancées. Troisième conviction, c'est que c'est important que la culture d'entreprise soit customer-centric. Ce sont des démarches qui sont, encore une fois, profondes. On touche à la relation client, donc on touche directement à l'image de la banque ou de l'assureur vis-à-vis de son fonds de commerce. C'est crucial que tout le monde soit aligné derrière ça. L'impulsion de la direction générale, la fédération de toutes les parties prenantes. Alors on pense souvent au métier, au digital, mais il y a aussi des enjeux de conformité, le réseau commercial qui doit être un relais aussi de ce programme-là. Et dernier point sur la communication, mettre tout ça en place, mais ensuite pas être capable de communiquer de manière massive vers le marché pour générer de l'envie et de l'attraction sur ces plateformes-là, c'est finalement à peine perdu. Donc voilà, c'est important que toute l'entreprise soit bien alignée derrière ce côté client first, depuis la direction générale, toutes les parties prenantes, et ensuite que vous le fassiez savoir au marché. Je pense que là, on a les 3 points principaux que nous, on a collectés au fil du temps. Je pense que les différents intervenants de la table ronde pourront rebondir dessus et donner leurs propres expériences. On n'est pas sachant on n'est pas les seuls sachants sur ce sujet-là, et il y aura beaucoup de compléments. Et du coup, voilà, c'est la fin de ce petit résumé. Je ne sais pas si on a quelques minutes pour les questions ou si on enchaîne tout de suite avec la table ronde et qu'on garde ça pour la fin. Alicia ? On a une question en live, du coup, sur notre live LinkedIn de Victor qui demande 8 à 12% d'EER additionnel grâce au Beyond Banking. Comment calculez-vous ce KPI concrètement ? Voilà, c'est simplement des retours qu'on a eu de nos clients sur des projets qu'on a lancés. Comme l'a dit Benjamin, nous, on a mis en place ces démarches de Beyond Banking, mais si on ne les appelait pas comme ça à l'époque, depuis 5 ans. Donc ensuite, en fonction des discussions qu'on a avec nos clients, on a des retours d'expérience qui sont assez précis et qui nous permettent de savoir combien de nouvelles entrées en relation on a eu par rapport aux cibles qui sont éligibles à ces démarches-là et à ces plateformes-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est globalement la voix du client et ce sont les KPI du client, bien sûr.
Ok, je pense qu'on peut passer à la table ronde. Merci à tous pour votre écoute et puis bonne continuation sur la table ronde. Donc on a Alain qu'on ne présente plus et qui est président de France FinTech, pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré. On a Pierre donc, qui est en charge du marketing pour la partie banque de détail pour la Banque Postale. On a Christophe. On a Christophe qui est responsable marketing et commercial marché par Société Générale. J'essaie de continuer comme si rien ne s'était passé. C'est tout le talent du modérateur. Il y a Karine, où es-tu, voilà, en charge du développement des partenariats pour Generali. Et on a Thomas que j'ai vu arriver. Je sens que c'est Thomas plus sûr. qui s'occupe des partenariats pour la Maïf. Donc comme vous le Thomas, voyez, on a je t'en un prie. super panel de banquiers, d'assureurs et on a un super canapé aussi. Donc voilà. L'idée, c'est de donner la parole à ceux qui sont confrontés au quotidien à ces sujets. Et donc, on a beaucoup évoqué les mots écosystème, on a beaucoup parlé de plateforme, on a dit banque, on a dit assurance, mais on n'a pas tellement dit le mot client. Et donc, fondamentalement, je pense que ça serait une bonne idée de commencer par ce sujet, puisque c'est un client qui est de plus en plus dur finalement à définir, à capter, qui est finalement, est-ce que c'est le nôtre, est-ce que ce client est partagé? Alain, est-ce que tu as peut-être quelques mots à nous dire sur la vision, les attentes du client aujourd'hui quand on parle de services financiers? Non, je ne sais pas ce que veut le client. En tout cas, j'ai des indices qui croisent un peu le sujet. Le client, il ressemble un peu à ce canapé. Il est assez largement instable et difficile à attraper, mais les acteurs anciens et nouveaux essaient de l'attraper. Plusieurs choses à dire. D'abord, dans une vision historique, qu'est-ce que c'était il y a 5 minutes le client? C'était quelqu'un, quand j'étais banquier, dans une autre vie, il n'y a pas si longtemps, c'est quelqu'un qui restait une vingtaine d'années en moyenne en relation avec son fournisseur, qui lui proposait une trentaine de produits, il en souscrivait une dizaine. Il était très connu de son fournisseur, il lui laissait énormément de données, d'ailleurs qu'on utilisait assez faiblement. Il avait un rapport de confiance qui était extrêmement fort. Il était extrêmement prévisible lui-même, puisqu'il était stable dans sa vie financière, il était stable dans sa vie sociale, dans son emploi. Son employeur était généralement stable. Voilà, c'est tout ça qui a éclaté. Donc on a affaire à quoi aujourd'hui? On a affaire à un client qui est devenu... Alors en fait, ce que je viens de décrire, c'est le modèle de banque universelle, modèle banque européenne en particulier, et continentale en particulier. Et pour faire simple, ça vaut aussi dans l'assurance. C'était pratiquement la même chose. Donc tout ça a éclaté. Aujourd'hui, le client, il est dans une relation opportuniste, multifournisseur. On se rapproche des standards anglo-saxons avec en moyenne une dizaine de fournisseurs suivant les tranches d'âge, les catégories sociales. Il est devenu jeune, le client, il est devenu jeune statistiquement, puisque les milléniaux, depuis 2019-2020, suivant les économies, sont devenus majoritaires, les moins de 35 ans. Mais surtout, il est devenu jeune culturellement, puisque en réalité, le modèle millénial a inspiré la consommation de tous les autres. La population qui croît le plus sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est les plus de 65 ans. Pas parce qu'ils sont pris d'une passion soudaine pour TikTok ou pour Facebook, mais parce que les petits-enfants imposent aux grands-parents, qui souscrivent volontairement à ce jeu, le fait de rentrer dans cela, et la consommation des services financiers est à l'image de ça. Donc en réalité, il est devenu beaucoup moins connu, beaucoup moins prévisible, ce qui implique une autre manière de le prendre en charge, y compris sur le plan du cœur du métier financier, qui est celui du risque. Il a des nouvelles exigences, vous l'avez évoqué, c'est dans le livre blanc, notamment sur l'impact, sur la transparence, sur la collaboration, sur le sens, et c'est toujours compliqué en finance. Il a un rapport ambigu au prix, contrairement à ce qu'on dit souvent, il est prêt à payer le service, mais quand il a un sentiment de commodité, il veut que ça soit le meilleur prix possible, il n'hésite pas à voter que ses pieds. Il a un rapport ambigu à la marque, avec des rapports de confiance qui sont quelquefois inversement proportionnels à l'ancienneté du fournisseur, à sa surface financière. On peut trouver ça injuste, mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis enfin, ma dernière remarque, c'est, j'entends souvent des comparaisons internationales ou nationales de stock de clients, ça n'a plus aucun sens. On compare des choux et des carottes. Est-ce que c'est un compte principal avec domiciliation des revenus? Est-ce que le client a 2 fournisseurs, ou 3, ou 20? Est-ce que j'ai un rapport de financement avec lui qui change la connaissance, qui change le rapport? Donc en réalité, y compris chez les néo-acteurs, quand on compare les stocks de clients, on commence à dire beaucoup de bêtises.
Et alors, il y a un point qui est intéressant, c'est effectivement, on a été dans une logique de mon client quand le client a beaucoup plus de fournisseurs. Donc finalement, est-ce que c'est important que ce soit le client, ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas intérêt à travailler des clients de partenaires justement pour augmenter la capacité à atteindre des clients et des personnes avec nos produits? Karine, je sais que c'est des choses que vous regardez beaucoup. Oui, alors moi je travaille chez Generali au partenariat, donc évidemment Generali a une définition très large du client puisqu'on a un assureur multidistributeur, donc on a nos réseaux d'agents, nos réseaux salariés qui sont, et là on est propriétaire de notre clientèle, et puis on a une grosse distribution partenariale très prépondérante, que ce soit en épargne ou sur le marché des particuliers. Et là effectivement cet objectif de cette direction partenariale, c'est d'aller chercher des clients qu'on ne toucherait pas avec nos réseaux. Et donc là, on n'est pas propriétaire de nos clients, mais en revanche, la plateformisation vise bien le développement du business et donc on va dire l'augmentation du nombre de contrats. Et donc là, la plateformisation, elle est extrêmement importante aussi chez nous, dans cet écosystème, pour aller chercher justement le client là où il est, au bon moment de vie, peut-être avec la marque ou en tout cas dans le parcours qu'il a choisi, et lui apporter l'assurance, le produit d'assurance, le service, de la façon la plus simple pour lui. Il n'a pas à se poser de questions. Et donc ça, voilà, je dirais que nous, on a un double enjeu. On a un enjeu à la fois pour nos distributeurs partenaires et pour nos clients qui ne sont pas très éloignés. On rejoint un peu ce que tu décrivais, à savoir il a besoin de personnalisation, de proximité, de simplicité, de transparence. Et donc tout ça, que ce soit le distributeur ou le partenaire, finalement, des choses se rejoignent. Voilà. Et donc là, on est autour de la notion finalement de pousser ses produits vers les clients des autres, mais il y a aussi la notion d'étoffer sa gamme de produits pour être plus qu'un partenaire financier et devenir et entrer un peu plus dans le quotidien de nos clients. Alors certains exemples ont été évoqués autour des écosystèmes. Alors je sais, Christophe, c'est des choses que vous regardez aussi beaucoup pour être le partenaire du quotidien et pas uniquement l'acteur financier. Ouais, j'ai bien aimé le banquier compagnon là, de Julia un peu plus tôt. Alors c'est pas facile à faire, mais c'est vrai que cette notion de plateforme et le beyond banking, pour moi, c'est vraiment un petit peu le chaînon manquant du marketing bancaire aujourd'hui. En fait, les banquiers ont toujours, par leur activité, ont toujours été au cœur des projets des clients. Évidemment, voilà, j'achète une résidence, j'achète une voiture, je veux financer ma retraite. Bon, intrinsèquement, la banque est, dans ces parcours-là, depuis toujours, un acteur important. Un acteur important, mais pas le seul. Et un acteur important qui n'occupe qu'un seul maillon de la chaîne de valeur, de ce parcours, ou de ces parcours assez complexes. Le beyond banking, justement, ça permet d'aller, entre guillemets, accompagner le client à toutes les étapes de son projet. On citait tout à l'heure, là, par exemple, ce qu'on fait avec l'automobile aujourd'hui, et notre offre Risocar. Donc aujourd'hui, vous avez un projet d'achat de voiture à la Société. Vous êtes client Société Générale, vous pouvez acheter votre voiture à la Société Générale, évidemment la financer. Alors, soit évidemment en prêt classique, soit évidemment en LD, l'assurer, bien sûr. Vous pouvez ensuite en négocier l'entretien, et derrière, on peut vous la reprendre. Donc vous avez vraiment, et ça, c'est le beyond banking, on n'allait pas mettre des voitures dans nos concessions. On n'allait pas mettre dans nos concessions, lapsus, dans nos agences. On n'allait pas transformer nos agences en concessions automobiles, pour des raisons physiques évidentes. Eh ben, le beyond banking, ça permet ça, et ça permet d'être présent sur l'ensemble des projets du client. Et les exemples, on peut les faire à loisir. Moi, je veux plus vendre des prêts étudiants, je veux vendre un prêt étudiant, mais en réalité, c'est le projet d'autonomie du client. Donc si en même temps, je peux lui vendre, grâce à notre plateforme Boost, travailler avec Wizbee, je peux lui vendre aussi la recherche de son logement, je peux lui vendre la recherche de son stage, enfin je peux l'aider à la recherche de son petit boulot d'étudiant pour lui permettre de cofinancer. Voilà, je ne lui vends pas un produit de prêt étudiant, je lui vends un parcours global, et ça, de bout en bout, et ça, c'est le beyond banking qui le permet. Donc c'est vraiment pour moi le chaînon manquant d'un truc qui est vieux comme la banque ou presque. On est au cœur de projets clés, mais on n'était qu'un maillon, on peut devenir tous les maillons.
Alors, je sais que c'est un sujet que vous regardez aussi beaucoup, Pierre, et puis qu'il y a aussi cet enjeu effectivement d'ouverture des écosystèmes, mais aussi de fidélisation et de rétention, parce qu'il y a le levier étendre finalement mon reach pour être le compagnon au-delà des services financiers, mais il y a aussi l'impact sur finalement garder le client et mieux le servir. Donc, comment vous abordez ces sujets? Alors nous, on l'aborde à la Banque Postale de manière assez particulière, parce que nous sommes sans doute la seule institution financière qui n'appartient pas à une institution financière. On appartient à un groupe de services. Donc assez naturellement, on a un terrain de légitimité vis-à-vis de nos clients qui nous permet d'aller vite et fort sur des éléments extra-bancaires et de tirer profit d'un contact digital immense qu'on a avec nos clients. Je crois qu'on a à peu près 150 millions de points de contact digitaux par mois avec nos clients pour les emmener sur des nouveaux territoires. Et notre approche, elle est de se dire, finalement, en partant de un peu de ce que vous dites, Alain, il n'y a pas un seul client, les clients, ils sont à la fois mouvants et ils sont très spécifiques, c'est se dire quelle est la stratégie qu'on doit poser, segment de clientèle par segment de clientèle, besoin par besoin, finalement, le fond qu'on doit leur apporter, le fond sur lesquels, ils n'ont pas naturellement la réponse à portée de clic, et 2, ils ne nous considèrent pas comme inapropos dans la réponse qu'on apporte. Et pour l'instant, on arrive à constituer des plateformes qui répondent à ça et qui viennent augmenter les chiffres que vous avez présentés. Je ne sais pas quels sont les KPI, mais on est à peu près là-dedans, Julien, si ça peut vous rassurer. Effectivement, ce qu'on constate, c'est plus de conquêtes, c'est moins d'attrition, c'est plus de contacts, c'est derrière plus d'acuité marketing. Parce que finalement, la difficulté qu'on a dans les grands réseaux bancaires, c'est comment est-ce que partant d'une relation très humaine qui persiste quand même, on a encore un peu de confiance de la part de nos clients. J'ai pas de doute. Mais cette émotion qu'on peut avoir en humain, on l'a peut-être de moins en moins en digital. Et je pense que ces écosystèmes nous permettent de recréer de l'émotion et donc de recréer pas mal d'upside. Merci. Alors, finalement, on parle d'un client qui est de plus en plus partagé, on parle d'une extension de la chaîne de valeur, mais donc quel rôle pour les établissements financiers et finalement quel positionnement entre le prêt, l'assurance, mais je vais jusqu'à vendre la voiture. Alors je sais que c'est des sujets que vous avez aussi beaucoup regardé, Thomas, sur finalement qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans toutes ces modifications par rapport à mon métier cœur et mon métier historique. Ouais, le sujet de la chaîne de valeur, finalement, il est un peu au cœur. Il y a, d'une certaine façon, en tout cas chez nous, Maïf, c'est la poursuite en fait, des fameux sujets de transformation. Et c'est une partie, j'allais dire, d'augmentation de cette chaîne de valeur. On aime bien parler, nous, d'extension du domaine de l'adulte, mais pour le dire plus concrètement, c'est un peu essayer d'étendre finalement les capacités de distribution de produits Maïf, mais en étant hyper aligné avec les fondamentaux de notre stratégie marketing, de stratégie de marque. Et donc, avant même parfois d'aller chercher le nouveau client, on va chercher le partenaire affinitaire. C'est-à-dire qu'on a un vrai sujet quotidien de choisir des partenaires avec lesquels on va avoir une certaine vision de ce qu'on veut proposer, comment on veut le proposer, de respect évidemment de la réglementation, mais plus largement d'une forme de positionnement. Typiquement, je vais dire quelque chose de paradoxal, mais nous, le partenaire qui vient de nous dire qu'on est capable d'avoir des parcours en 2 clics, pour nous, c'est plus un point de vigilance qu'un parcours expérientiel hyper fort. Mais parce que c'est la culture Maïf et qu'on va tellement loin dans le devoir de conseil et dans la qualité qu'on va apporter à travers un produit distribué, qu'on va apporter donc à ce qu'on appelle chez nous un sociétaire, qui se voit après dans la fidélité du sociétaire, dans sa satisfaction et dans la qualité de relation qu'on leur reconnaît, on veut protéger ça. Ça veut dire qu'en fait, pour nous, l'enjeu, il est dans comment ne pas transformer la marque Maïf et nos produits comme une simple commodité. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on va travailler une vraie stratégie, une forme de 4e canal d'acquisition et de distribution, en plus de nos canaux classiques, mais qui va s'inscrire dans les fondamentaux des 3 premiers, des 3 historiques. Et donc, c'est un travail hyper intéressant d'augmentation de cette chaîne de valeur sur la partie un peu distribution, mais sans venir mettre un peu à mal ce qu'on a mis des années à construire dans notre réputation, la qualité de nos produits, ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des partenaires qui viennent nous voir pour augmenter leur panier de services et leurs revenus, et qui par exemple, pour donner un exemple très concret, vont nous dire
Thomas, nous, on aimerait bien, par exemple, quand on vous amène un assuré auto, si on pouvait avoir 15% de remise quand on clique, ce serait chouette. En fait, nous, dès le départ, on ne va pas le faire parce que ça ne répond pas, en fin de compte, à notre doctrine commerciale. Et c'est des choses qu'on va mettre dans les fiches IP, dans les GSP. C'est des choses qu'on ne va pas rendre possible. Donc, en fait, on se fait un chemin de crête pour exécuter la distribution de nos produits à travers l'intermédiation, à travers des partenaires, que ce soit à travers des API ou même des organisations plus humaines, qui est un peu étroit, mais qui permet de rester aligné avec l'ensemble des métiers Maïf. Karine, c'est des choses que vous regardez aussi? Alors nous, c'est vrai qu'on le regarde beaucoup sous le prisme croissance et développement du business. Et donc là, ça veut dire tirer profit finalement de toute cette nouvelle technologie, la digitalisation. Et pour nous, finalement, on a des enjeux on va dire d'élargissement de notre base partenariale, puisque c'est notre métier historique. Depuis 40 ans, on fait du partenariat. Donc on travaille avec beaucoup de courtage, mais maintenant, on s'aperçoit que finalement, en dehors du courtage, il y a des relais de croissance et ils sont nombreux. Toutes ces marketplaces, toutes ces plateformes, enfin tout le digital permet, je dirais, d'être positionné au bon moment dans l'écosystème pour proposer notre offre de biens, enfin d'assurance et de services. Donc ça, on a tout un enjeu, je dirais, de digitalisation de nos offres pour pouvoir justement apporter cette plateforme, cette solution digitale qui se connecte sans couture avec le distributeur et les clients. Et puis on a un enjeu, et ça on ne le fait pas seulement, je dirais, sur des produits simples, parce que évidemment l'assurance voyage, au moment où vous achetez votre billet d'avion ou quand vous achetez votre téléphone, l'assurance téléphonie, mais aussi sur des sujets beaucoup plus complexes, que ce soit sur l'assurance auto. Là on a vu un article aujourd'hui de Renault, voilà, sur l'assurance. Quelque part sur tous les marchés, sur toutes les branches de l'assurance, ces enjeux sont présents. Et plus seulement sur l'affinitaire. Et puis on a des enjeux, je dirais, plus la marketing, où peut-être à la différence de Maïf, nous, bien qu'on travaille fortement la marque Generali, et particulièrement en ce moment, on accepte de s'effacer face à une marque du distributeur qui est peut-être, si ce n'est plus forte, en tout cas plus pertinente, plus convaincante au moment où le client va être en présence de notre offre. Et donc ça veut dire être capable de travailler en marque blanche. Donc ça, c'est des enjeux qui sont quand même aussi... des arbitrages marketing et de relations qui sont assez importants en tant qu'entreprise. Et puis on a d'autres natures d'enjeux, je dirais, à traiter, qui sont tout ce qui est relatif à la donnée. Vous parliez, Thomas, de parcours qui ne doivent pas être si simples. Je partage. D'ailleurs, on s'aperçoit quand on fait des parcours en 3 clics, le client se dit « Oh là, mais où suis-je » En revanche, il faut quand même qu'il n'a pas envie de ressaisir des données, il n'a pas envie, du coup il a envie quand même qu'on lui facilite la tâche. Et donc l'intégration des données qui sont déjà connues, c'est des enjeux à la fois pour la tarification, pour la personnalisation, et avec des risques de démutualisation de nos tarifs. Et donc c'est des sujets, on va dire, passionnants, mais qui présentent quelques enjeux pour l'assureur. Et alors Christophe, vous évoquiez avant que ces sujets n'étaient pas forcément... Ah. C'est dans 10 minutes, encore un peu de patience. Donc après le canapé, le champagne, vous évoquiez que c'est bientôt promis. Vous évoquiez que ces sujets n'étaient pas forcément nouveaux. Effectivement, Banque Plus Assurance, c'est probablement plus vieux que moi. La mobilité, la Société Générale a commencé bien avant, il y a déjà quelques temps. Et donc finalement, pourquoi ça peine à se faire? J'imagine qu'il y a beaucoup quand même de freins de mise en œuvre. Alors Benjamin, peut-être toi qui as été confronté et qui a assisté certains acteurs, quels sont pour toi soit les freins, soit les facteurs clés de succès pour que finalement la plateforme puisse aider à... Peut-être d'abord on a nous une conviction. La première conviction, avant même de parler des 3 facteurs clés de succès qu'a évoqué tout à l'heure Julien, pour nous, c'est qu'il faut savoir d'abord garder une raison d'être sur ces plateformes, qui est vraiment de pouvoir être utile au client, de pouvoir lui apporter des choses qui sont véritablement utiles dans sa vie, c'est-à-dire des services qui ont de la valeur pour lui. Et ça doit être une des précautions qui est très importante de ces dynamiques extra-bancaires, parce que sinon on peut vite se perdre. Voilà. Et la deuxième, c'est de faire cohabiter cette vocation vraiment de lui être utile avec derrière la recherche du ROI qui peut se faire au travers de l'image, de la responsabilité sociétale, de la collecte des données, de la distribution de services financiers. Mais je dirais que c'est les 2 jambes qui sont importantes. Conserver vraiment l'utilité pour le client en premier et deuxièmement, aller chercher son propre ROI, le développement de son propre fonds de commerce
au travers d'initiatives de distribution de services extra-financiers. Maintenant, si on va un tout petit peu plus loin et qu'on regarde ce qu'on pense être vraiment les facteurs clés de succès de l'initiative, il y en a 3 principalement, qui sont ceux que Julien a expliqués tout à l'heure. La première, c'est la plateforme. Pour nous, la plateformisation, c'est la tour de contrôle. C'est ce qui permet d'éviter de faire des initiatives un peu disparates, c'est-à-dire de distribuer quelques services auprès d'un client, d'une cible, d'en distribuer d'autres auprès d'une autre cible. La plateforme, ça permet vraiment de gérer la relation qu'on va avoir avec son client, de gérer la relation qu'on va avoir avec ses partenaires, donc tous les services qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur, de pouvoir mesurer la performance. Est-ce que ces services sont utilisés? Est-ce que ces partenaires sont plébiscités? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Donc c'est pour ça que la plateforme a vraiment une importance qui est vraiment importante, et surtout d'aller gérer derrière aussi le ROI. Est-ce que je peux proposer des services financiers au bon moment face à ces services extra-bancaires? Je peux le faire si j'ai une plateforme, c'est plus difficile si jamais je n'ai pas cette plateforme pour pouvoir le faire. Premier facteur clé de succès, plateformisation. Deuxième facteur clé de succès, c'est le temps long, comme l'a dit Julien. En fait, on l'a vu tout à l'heure, et c'était, je trouve, très marquant dans nos interventions. En autant d'interventions, on voit des visions en fait, de banques qui sont différentes et des stratégies de banques qui sont un peu différentes. Et on voit aussi des atouts qui sont différents dans les uns et dans les autres. On voit chez Maïf avec la relation client qui est poussée à son paroxysme, une satisfaction qui est extrêmement forte. On l'a vu aussi Pierre avec l'énorme point de contact digital qu'ils ont avec leurs clients et le sens du service qui est inné, qui vient du groupe La Poste. Donc cette capacité d'adaptation qu'on va aller trouver dans le talon est importante, c'est-à-dire qu'on doit commencer à distribuer aux clients des services et puis progressivement sa stratégie s'adapte pour pouvoir aller face à chacun de ces services extra-financiers, mettre des services financiers. Et enfin, le troisième facteur clé de succès, qui est vraiment d'enrôler tout le monde. Il y a tout un tas de freins qu'on rencontre quand on installe ces initiatives extra-bancaires qui sont des freins liés à la conformité, au risque. Par exemple, je vais donner un exemple très, très simple. Dès le début, on peut être tenté de vouloir avoir, par exemple, un échange de données avec la banque pour pouvoir aller être en capacité de proposer des services financiers au bon moment. Or, on sait que pour que cet échange de données se fasse, il faut parfois un peu de temps pour pouvoir le faire. Il faut que les parties prenantes soient impliquées. Donc, il faut que dès le début, les risques, la conformité soient partie intégrante de l'opération, que la direction générale donne l'impulsion de ces projets. Et là, les choses se font plus facilement et donc le ROI à la fin est plus important. Donc voilà, plateformisation derrière, enrôler tout le monde et le temps long. Pierre, je comprends que vous avez aussi travaillé sur ces initiatives, donc peut-être que vous avez en complément des éléments de Benjamin, des retours d'expérience et des conseils extrêmement concrets sur ces exercices et ces initiatives de plateformisation. Benjamin, c'est très pertinent tout ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Préciser que ça n'est pas un travail âpre que de mettre à bord risque, conformité, parce que c'est tellement novateur, c'est tellement rafraîchissant dans l'univers parfois un peu sobre de la banque assurance que moi j'ai vu en tout cas à la Banque Postale un engouement majeur de l'ensemble des strates des sièges pour venir sur ce terrain-là, qui effectivement est plein de choses trappes et on a besoin de toujours naviguer entre comment est-ce qu'on va très vite pour vite se nourrir du retour d'expérience et commencer à construire à partir d'un existant et ces complexités autour de la gestion de données, de l'ensemble des compartiments bancaires à données. Je pense qu'une des clés, qui n'est pas trop citée là, c'est quand même, à un moment ou à un autre, d'aller écouter les clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que les différents clients ne veulent pas la même chose. Donc la question, c'est une plateforme, plusieurs plateformes, comment est-ce qu'elles se parlent? Quels sont les quelques services, je dis bien quelques services, qu'on va proposer dans une plateforme? Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nos clients sont différents, ce qu'ils ne veulent pas, c'est un supermarché. Ils ne veulent pas un supermarché, ils veulent quelque chose où les briques sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Ils peuvent naviguer de manière assez intuitive. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement important. Et c'est pour ça que nous avons une approche qui est très... on y va progressivement, soit par affinitaire, soit par besoin, par moment de vie, par besoin de vie courante. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est clé. Et enfin, effectivement, c'est... une implication forte de la direction générale et un travail très en amont, évidemment avec la partie IT, parce que les arbitrages seront aussi à donner entre la legacy et l'intégration.
C'est-à-dire qu'on a tous envie d'aller vers davantage d'intégration entre la banque et la non-banque. Et ce davantage d'intégration se fait au prix de la gestion de la legacy. Et là, on sait ce que c'est, tous. Enfin, je vous vois opiner du chef parce que les grands groupes savent ce que c'est, les startups un peu moins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des horizons de temps qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, donc ça c'est très très important de savoir identifier le chemin de crête assez tôt. 100% d'accord. Absolument. Et Christophe, je crois que tu voulais apporter quelques compléments. Dans ces facteurs de succès, en fait, il y en a un auquel je crois beaucoup et qui est un facteur collectif, et non pas collectif au sein d'une banque, mais au sein du secteur, ou banque ou assurance. En fait, je pense que sur le truc réussira si le client est évangélisé. C'est-à-dire qu'au fond, moi, que la banque postale, alors je parle dans le domaine bancaire, l'assurance c'est encore un petit peu différent, et que la Banque Postale, que BNP Paribas, que le Crédit Mutuel prennent des initiatives dans ce domaine, en réalité, je trouve que c'est bien pour tout le monde. Parce que j'aurais gagné quand, en fait, le truc marche comment? Je reprends mon exemple de la voiture, là. Mon client, Société Générale, qui ne sait pas que Société Générale, depuis maintenant un petit mois, vend des voitures, qu'est-ce qui va se passer? S'il est autour du gigot du dimanche avec son beau-frère qui lui dit tu sais quoi, moi qui est client Crédit Mutuel, moi j'ai acheté ma voiture auprès de ma banque, et qui lui raconte comme c'était bien, comme c'était super, comme c'était fluide et qu'il a tout eu, l'assurance, et lui, et toi? Eh bien, effectivement, mon client Société Générale va avoir cet intérêt, va regarder sur son site, et puis va s'intéresser au truc, et de fil en aiguille, le truc va prendre. Et je prends cet exemple, on pourrait le prendre sur des diagnostics de performance énergétique ou rénover des logements et trouver des bons artisans. Enfin, tous ces services que les clients n'ont pas l'habitude de trouver auprès des banques. Plus il y aura de banques qui les proposeront, plus ils vont poser leurs questions pour leur propre banque, et plus ils vont les utiliser, et plus ils vont rentrer dans, pour nous, ce cercle vertueux qui est de mener leur projet de bout en bout avec nous. Alors, on aura reconnu la pub d'un grand acteur mutualiste. Alors, sur ces échanges très riches, si on prend un peu de recul, finalement, on a un client qui est plus dur à circonscrire, plus dur à définir, qui change plus facilement. On a même plusieurs clients. On a des gammes de produits qui changent. Finalement, aujourd'hui, les banques vendent des voitures. On a des enjeux de chaîne de valeur avec certaines briques qu'on considère comme essentielles, d'autres où on est prêt à plus d'ouverture. Alors, je rebondis sur ton point, Alain, de modèle de banque universelle, on va dire d'Europe continentale. Est-ce que finalement, il faut complètement remettre à plat le modèle? À quoi pourrait ressembler le modèle de demain? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les partenariats entre différents types d'acteurs, on va dire traditionnels, innovants, mais au-delà de ça, acteurs des services financiers, acteurs autres? Quelle est un peu ta vision sur ce point? D'abord, je pense qu'il y a de la place pour toutes sortes de modèles. Il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, le client, il est alternativement relationnel et transactionnel. Il a des moments où il veut un service rapide, efficace, des moments où il veut un être humain, des moments où il veut une exécution impeccable, des moments où il veut parler de l'avenir, du présent. Donc en réalité, je pense qu'il n'y a pas un modèle, il y a des modèles. Alors, pour reprendre sur la logique un peu historique de la banque universelle et de l'assurance universelle, elle avait une autre caractéristique, et je l'ai bien connue, je l'ai pratiquée, c'est un modèle propriétaire. C'est-à-dire, je possède ma compétence, mes produits, mes clients, mon territoire et ma marque. Et au fond, c'était possible parce que le rapport d'exclusivité et d'extrême confiance vis-à-vis du partenaire historique permettait, au fond, de tout faire soi-même. Je suis même assez vieux pour avoir connu une époque où on faisait ses fiches de paie, sa publicité, quand on était une grande banque, et c'était d'ailleurs d'un succès tout limité, parce que c'est un métier. Aujourd'hui, le modèle, il est beaucoup plus participatif. En réalité, ce qu'on voit, c'est un éclatement horizontal et vertical, c'est-à-dire très souvent, un produit est une agrégation de savoir. Si vous cliquez sur votre application bancaire et vous cliquez sur autre banque, il y a toutes les chances que ça soit une coopération extra-bancaire qui permette de le faire. Aujourd'hui, on a plus de 1500 partenariats au sein des fintechs françaises avec les grands acteurs bancaires et assurantiels. Et ça touche de plus en plus des sujets que j'appelle régaliens. C'est-à-dire la connaissance client, l'analyse du risque, les aspects prospectifs, etc., etc. Donc on rentre dans le dur. Pourquoi? Parce qu'au fond, souvent, pour aller mieux, pour aller plus vite, pour aller moins cher, parce que l'équation économique, elle est considérable en finance. Le coût d'acquisition d'un client en banque classique en Europe, c'est plusieurs centaines d'euros. Ce qui est considérable, ça tend plutôt à monter, pas à baisser. Le coût d'exploitation est considérable. Et donc il faut aussi trouver des moyens de fournir un meilleur service et plus vite. Donc au fond, les débats, c'est quoi? C'est des débats économiques. Il faut gérer les aspects
coût d'acquisition et coût d'exploitation. C'est un aspect technologique, parce qu'il faut arriver à... c'est une sorte d'oxymore, il faut industrialiser l'individualisation. Hein, c'est pas facile à prononcer, mais en réalité, c'est ça qu'il faut faire. Et souvent, la clé de ça, c'est la technologie, hein, qui permet, sur des schémas de masse industrielle, d'arriver à une individualisation du diagnostic, de la préconisation. Et c'est pas du tout incompatible avec une approche humaine, hein. C'est souvent en soutien ou à la place. Et puis enfin, il y a un sujet culturel, parce que c'est un rapport à l'exploitation. Quand je parle des 1500 partenariats, ils sont assez bien répartis entre production et distribution. Hein. Je fabrique un bloc ensemble, où je distribue le produit de l'autre en marque blanche, je fabrique quelque chose ensemble. Hein. Donc en réalité, c'est une désintégration utile de la chaîne de valeur, au service de ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est largement participatif. Il y a des moments de compétition et des moments de coopération. Dans le jargon innommable du numérique, on appelle ça la coopétition. Hein. Et ça correspond assez bien à ce qu'on voit sur le terrain. Et pour une bonne part, la clé, elle est culturelle. C'est un rapport à la compétence, c'est un rapport à la confiance, c'est un rapport à l'innovation, c'est un rapport à l'expérimentation, à l'échec aussi. Hein. On lance des choses tous les uns les autres et un certain nombre ne marchent pas. Et c'est pas plus grave que ça si c'est pas au détriment du client. C'est par approximation. Donc on voit bien qu'il y a une dimension économique, une dimension industrielle, une dimension technologique. Et puis la principale pour moi, c'est ce que j'appelle la dimension culturelle. C'est le rapport à la propriété de la compétence et la relation de clientèle, le rapport à l'innovation et le rapport au temps qui passe, parce que tout ça, ça devrait aller très très vite. Ce qui a vraiment changé dans l'économie nouvelle, c'est que le temps se raccourcit de plus en plus. Claire. Merci beaucoup Alain, et j'ai envie de dire merci à tous. Alors on aimerait bien pouvoir continuer le débat qui est passionnant, mais il y a la bouteille qui nous a rappelé qu'elle était pressée. Donc merci à tous, et libre à chacun de continuer les échanges de manière informelle. Alors je crois, et je me tourne vers la régie, qu'on avait prévu de prendre quelques questions, soit de l'audience, soit de la diffusion Internet. J'imagine qu'on a quelques minutes pour le faire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si on a des questions live sur la petite tablette. Il y a une question au fond là-bas, je crois. Une question. Bonjour à tous, Véronique Guillon, je suis directrice de la transformation chez Orange Bank. Merci pour vos témoignages, très intéressants. Ma question est de savoir si vous avez déjà des exemples d'utilisation de la plateformisation dans des banques privées. Est-ce que c'est des usages plus particuliers, les besoins des clients étant pas exactement les mêmes? Et plutôt côté Obendi, du coup, je ne sais pas si vous avez des... Non. On n'a pas d'exemple aujourd'hui de transformation et de mise à disposition de services extra-bancaires dans les banques privées, notamment autour des enjeux de plateformisation. Voilà, mais j'espère que ça viendra, parce que je pense que c'est aussi un secteur sur lequel il y a énormément de choses à faire. Merci. Alors, les métiers de la gestion au sens large, asset management et la gestion privée, sont parmi les thèmes sur lesquels il y a le plus d'investissement en fintech. Aussi bien dans la relation globale, dans le conseil aux clients, dans l'analyse du risque, dans le type d'investissement vers le non-coté ou des actifs décorrélés. C'est un des 5 premiers thèmes d'investissement des fintechs aujourd'hui, celui-ci. Hein. Et ça renvoie au fait que, historiquement, le client qui a été attaqué en premier, c'était en gros de la clientèle privée, clientèle individuelle, entrée de gamme. Et aujourd'hui, ce qui est ciblé, c'est tout le reste. C'est le monter en gamme dans la clientèle des particuliers, c'est la TPE, la PME, la grande entreprise, l'investisseur institutionnel. Et c'est ça le champ le plus important aujourd'hui des investissements. Mais c'est vrai que quand on regarde la banque privée, on voit bien que la digitalisation autour des parcours du client et tout est pas encore facile quoi. La plateformisation dans la banque privée, elle n'est pas encore tout à fait là, et je pense que c'est vrai que c'est un secteur sur lequel qui mériterait d'avoir une attention extrêmement forte sur les enjeux de plateforme et de services. Alors, j'ai une question en ligne de Nicolas. Donc, pour le banquier ou l'assureur, comment financer le coût du service additionnel fourni par un des partenaires de Beyond Banking? Alors, là, ça y est, on parle d'argent. Je peux prendre si vous voulez. C'est d'abord une question d'investissement parce qu'on est convaincu du modèle. Et l'investissement, on se paye après dans le temps. Et moi, je le vois sur ce qu'on a pu faire dans la première plateforme qu'on a lancée cette année sur les jeunes. On s'est rémunéré
au bout de quelques mois par l'engagement de nos clients, par la conquête et par la baisse de l'attrition. Donc là, on n'est pas sur un modèle marchand comme ce que vous avez pu faire côté Société Générale. Donc on ne capte pas de commission à chaque acte qui lie le client et la plateforme. Pour autant, du point de vue de la banque, notre ROI, il s'est étalé sur quelques mois. Je dirais que les stratégies... Pardon Christophe, tu voulais... Vas-y, je vais... Non, je disais juste que en fait, les stratégies sont différentes aussi en fonction justement du client. Voilà, des clients vont vouloir avoir, clients bancaires vont vouloir avoir une distribution directement marchande, d'autres au contraire vont vouloir avoir une distribution qui est non marchande, en allant chercher voilà, l'alimentation de la connaissance client, la baisse de l'attrition, l'augmentation de la conquête, l'augmentation du multi-équipement. Donc voilà, tout ça, je dirais, s'écrit au début, ce cadre, et ensuite après la stratégie peut évoluer aussi au fur et à mesure du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le temps long. Voilà. Ouais, peut-être une remarque là-dessus. Alors, je suis assez d'accord un peu déjà dans ce que dit Pierre. Il y a un côté un peu acte de foi quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, on met des cannes à pêche et puis on va voir aussi dans le temps ce qui mord et là où ça mord et puis aussi parce que c'est du digital, c'est des investissements importants, mais c'est pas des investissements colossaux non plus. Donc bon, ensuite, nous, on va tenter quand même un truc, là, à partir de la semaine prochaine, justement avec Wizbee, sur notre plateforme jeune, on va tenter une approche freemium. C'est-à-dire avec un socle offert à notre million de clients entre 16 et 25 ans, un socle gratuit, pardon, et avec une possibilité de payer pour avoir accès à un service premium, un service privilège, alors de payer très peu cher, 1 ou 2 euros par mois. Et donc on va finalement tester l'appétence de nos clients à payer un petit peu pour avoir accès à des produits qui ne sont pas des produits bancaires, qui ne sont pas des produits financiers. Et donc, dans notre business plan, évidemment, ça peut faire une énorme différence, puisque là, c'est des revenus directs et pas que des revenus indirects liés à plus de fidélisation, à meilleur taux d'équipement, etc., etc. Voilà. Donc, on va tenter ça, on verra ce que ça donne. Peut-être une dernière déclinaison de réponse à la question posée. Sans parler de plateforme côté Maïf, en fait, nous, c'est dans la relation au téléphone ou face à face avec le sociétaire, en souscription ou en gestion sinistre, qu'on va faire la recommandation d'utiliser tel ou tel service qu'on aura lié avec le partenaire. Parce que dans notre modèle, encore une fois, ça va venir nourrir notre objectif qui est l'excellence de la relation client. Donc on va pas être sur une logique. C'est presque entre les deux, quoi. C'est pas marchand, c'est pas complètement non marchand, ça vient nourrir en fin de compte la relation. Et tout à l'heure, je crois que vous parliez d'émotion. C'est aussi un objet de se dire, quand par exemple je suis en gestion sinistre, que j'ai un refus de prise en charge, on pourrait s'arrêter là. Mais le fait de dire on a des partenaires qui malgré tout qu'on peut actionner, qui vont venir vous aider, voilà, on fait d'une situation en fin de compte qui serait une forme de pain point dans la relation, tout d'un coup on renverse le sujet et on en fait entre guillemets un acte d'implication et d'engagement de Maïf auprès du sociétaire. Donc il y a aussi dans la façon de l'amener. On ne parle même plus de technologie là, on parle effectivement de chaîne de valeur et ça renvoie à la question de la bonne intelligence et de la bonne utilisation des partenariats dans la chaîne de valeur. Parfait, j'espère que j'imagine que ça répond à la question de Nicolas. Est-ce qu'il nous reste d'autres questions dans la salle ? N'hésitez pas, je pense qu'on a le temps pour prendre encore une ou deux questions. Le live stream n'a pas l'air d'être trop nerveux, donc j'ai envie de dire que la bouteille qui a explosé... pardon, il y a une question, excusez-moi. Bonsoir, Patrice Bernard. Le blog, c'est pas mon idée. Donc une petite question, parce que et un petit peu un aiguillon, parce que c'est ma spécialité. Je m'étonne de ne pas entendre parler de se questionner sur la légitimité du beyond banking. À savoir, en quoi le fait, par exemple, pour Société Générale, de vendre des voitures paraîtra légitime au client et le convaincra d'acheter sa voiture auprès de Société Générale. Bon, je pense que le mot légitimité a été pas mal, je vais répondre juste parce qu'on a parlé de Société Générale, mais a été pas mal, je pense que la question elle est cruciale, et vous avez raison. Les clients vont-ils nous trouver légitimes ou pas, c'est pour ça, en fond, tout à l'heure que je disais que le défi c'est presque plus un défi de place et d'évangélisation. Je veux dire, il y a 30 ans, les banquiers n'étaient pas légitimes pour faire de l'assurance. Bon, et pourquoi ils le sont aujourd'hui ? Parce qu'ils s'y sont tous mis, et qu'il y a une force de frappe, et qu'au fur et à mesure,
ça devient naturel pour les clients de demander à leur assureur, comme à leur banquier, un devis sur l'assurance. Ce n'était pas du tout le cas il y a 30 ans. Alors, je ne sais pas si ça prendra 30 ans, j'espère pas, parce que là, on aura peut-être un peu de mal à trouver du ROI, mais donc l'avenir le dira. Mais en tout cas, je pense qu'une des réponses, c'est dans une action de place. Et par exemple, sur l'automobile, on a BNP, Crédit Mutuel, Société Générale aujourd'hui, ce qui n'est pas neutre. Donc, on verra qui nous rejoint dans cette aventure derrière. Et puis, sur les plateformes jeunes, ben voilà, là, nous, on s'y est lancé en 2019. Pajeune est arrivé là cette année avec la Banque Postale. Bon, je pense que la place va évangéliser et que la légitimité peut venir de là. Je pense que, je peux qu'être d'accord avec ce que tu dis, on est très légitime. Et je pense que la légitimité, en complément de ce que tu dis, Christophe, elle vient aussi de notre capacité unique, nous banquiers, à venir proposer le service au bon moment pour le client. Au regard de tout ce qu'on sait de lui, on peut anticiper au maximum et venir lui proposer quelque chose d'assez clé en main, finalement, d'assez construit pour lui. Et cette légitimité, elle va se voir également, non pas ex nihilo, mais directement, acte par acte, besoin par besoin, quand la banque va proposer la prise en charge de ses clients. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est justement aussi ça qui fait la légitimité, c'est les parcours. C'est les parcours et les parcours de vie. C'est est-ce qu'on est capable de proposer au bon moment au client le bon service. Et parfois, on est légitime quand on est client et qu'on se rend compte qu'au bon moment, mon établissement me propose le service qui est adapté, le service qui répond à un vrai besoin de vie et le service financier qui peut être en face. C'est aussi comme ça que s'acquiert la légitimité, au-delà des actions de place qui sont aussi importantes. Si on parle du bon moment, est-ce que les GAFA sont pas déjà beaucoup mieux positionnés que vous ? Ils sont différemment positionnés, mais je dirais pas mieux. Alors, le sujet de la finance pour les GAFA, c'est un sujet central, puisque le domaine qui véhicule le plus de données, c'est la finance. Ça parle du passé, du présent et de l'avenir. Et l'alpha et l'oméga des big tech, c'est la data. Maintenant, ils ont essayé... ils ne peuvent pas se désintéresser de la finance pour des raisons défensives et des raisons offensives. L'acte de paiement, il est totalement associé à la quasi-totalité des plateformes de big tech. Ils ont beaucoup essayé dans la finance depuis 3 ans. Ils ont un certain nombre de passages, ils ont beaucoup d'échecs. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils vont y revenir. D'ailleurs, ils sont en train de trouver d'autres passages. Ils ont déjà des départements financiers qui sont considérables. La filiale d'Alibaba pèse malheureusement plusieurs fois la capitalisation de la première banque française. Et j'en suis personnellement pas satisfait. Et puis par ailleurs, il y a aussi des aspects d'inflation de la valeur. Ça ne se mesure pas uniquement comme ça. Mais la finance, c'est forcément un sujet central des big tech. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il faut accélérer, si on veut maintenir notre souveraineté, c'est étroitement lié à la souveraineté d'un pays, sa capacité à se financer, à gérer son épargne, à orienter les flux d'épargne vers l'économie réelle, etc. Et donc ça, c'est l'aiguillon absolu, Patrice. À mon sens, le vrai sujet, c'est celui-là. Et même s'ils ont eu beaucoup d'échecs sur l'assurance, les paiements, la néobanque, je suis totalement persuadé qu'ils vont revenir massivement. J'ai connaissance d'un certain nombre de projets d'ailleurs avec des moyens considérables. On doit avoir les mêmes sources. Et donc c'est une raison de plus d'ailleurs pour coopérer. C'est une raison pour innover ensemble, pour provoquer des réponses adaptées et de nature à permettre une bonne défense et une bonne offensive à la fois. Merci à tous. Y a-t-il une dernière main levée? On a des questions live. On a alors Zoom. On a des questions live, mais on n'a plus de batterie. Vive la technologie. Je vais la dire à l'oral, Christian, ne t'embête pas. Comment faire adhérer les conseillers sur le terrain à proposer ces services à ses clients? Une question de Cédric. Je peux apporter un début de réponse à ça, puisque c'est un sujet finalement qu'on traite depuis assez longtemps à la Maïf. Je me souviens à l'époque, il y a quelques années, quand on était très sur les pratiques collaboratives, en fait, on apportait des réponses concrètes aux conseillers sur le terrain sur des questions pour lesquelles ils étaient sans réponse. Par exemple, je viens résigner mon 2e véhicule parce qu'il me coûte trop cher. Le fait d'avoir des partenaires pour dire mais aujourd'hui il y a des plateformes d'autopartage, ça change la discussion et ça a apporté une réponse très concrète en fait aux conseillers. Donc nous on avait travaillé en fait tout un argumentaire comme ça avec des solutions concrètes amenées par des partenaires que donc Maïf ne pouvait pas faire seul.
et qui venait augmenter je vous regarde, mais je regarde le public, et qui venait augmenter, les solutions proposées aux sociétaires. Et en fait, c'était presque une attente, nous, de nos collègues du terrain, que de leur proposer quelque chose. Donc il n'y avait pas de question de comment on leur vend ça. C'était dès lors qu'on est pédagogique, qu'on fait la petite boîte à outils qui va bien, même sur la forme. On avait pris, nous vous rappelez ce que les enfants ont, là, les espèces de fiches là, rectangulaires, je ne sais plus comment ça s'appelle. Nous on avait imprimé des choses comme ça. Le conseiller il avait ces fiches comme ça et par use case en fait, il avait X réponses possibles avec les partenaires et comment ça fonctionnait tout ça. Et donc, dès lors qu'on répond aussi finalement et qu'on considère le collègue sur le terrain comme un client interne, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le vrai client marchand. Dès qu'on se met à vouloir le satisfaire, en fait, il n'y a plus besoin de vendre. En fait, il est content, il prend ce qu'on lui donne. C'est quelque chose qui marche bien chez nous. Un petit complément là-dessus, parce que moi j'adore cette question, parce que pour nous, banque de détail, si banque de détail à réseau, je veux dire, si on fait que du digital, je ne sais pas qu'on n'a rien compris, mais enfin quand même, quelque part, on s'assoit sur notre ADN et on devient, enfin, on n'est plus sur nos forces. Et donc il faut qu'on soit multicanal et donc il faut que nos conseillers. Donc c'est hyper compliqué. Alors après, il y a il y a de l'accompagnement au changement, etc. Et puis il y a des petits trucs. Hein. Par exemple, ce qu'on a fait avec Wizbee, c'est qu'on a donné l'accès. Tous nos conseillers ont un abonnement à leur disposition pour chacun d'eux, pour leurs enfants, en fait, à cette plateforme Boost Société Générale. C'est-à-dire que finalement, voilà, s'ils ont un ado qui prépare, qui prépare le permis de conduire, eh bien, il peut le faire sur la plateforme Boost Société Générale sur lequel on prépare le code. Ou s'il a un ado qui a des difficultés en orthographe, il peut le faire aussi sur Orthodidacte, là, le service de la plateforme Boost qui permet de travailler sur l'orthographe, etc. Donc, voilà, je pense qu'il y a des grandes choses à faire et puis il y a des espèces de petites idées comme ça qui parfois permettent d'embarquer un réseau sur des choses concrètes, opérationnelles et qui donnent envie. Merci beaucoup. Alors, je me retourne, est-ce qu'il nous reste... On est bon, il n'y a plus de questions live, des questions dans la salle. Il y a une question dans la salle. Bonsoir, Vincent Roger, directeur stratégique RAIS. On entend parler des clients, mais beaucoup quand même de la donnée qui est au cœur du dispositif, à la fois pour identifier des besoins, pour accélérer les parcours. Dans un système de plateformisation avec de multiples acteurs, comment voyez-vous le partage de la valeur sur cette donnée qui peut être présente dans différents écosystèmes ou différents moments de la transaction avec le client d'une part, et comment engagez-vous le client à ce qu'il partage ces données avec différents acteurs? Il le donne à un premier acteur de confiance qui lui-même ensuite pourra le céder à d'autres acteurs pour délivrer le service. Donc dans un contexte où il y a une sensibilité, en fait, en tout cas de mon point de vue, de plus en plus grande de la part des clients sur la valeur de leurs propres données personnelles, comment engager le client à lâcher ces données qui lui permettront d'obtenir le service, de réaliser la promesse qui est portée par la plateforme. Peut-être Pierre, tu as l'exemple des opt-in, qui sont, je pense, un sujet vraiment... On les partage assez peu. Même pas du tout. Non mais c'est la donnée ultime. Enfin, c'est pour une banque, c'est vraiment son asset premier, c'est de ne pas partager ce que le client a chez soi. En tout cas, nous, c'est notre doctrine. Donc, notre partenaire, enfin notre prestataire de plateforme, en l'occurrence Obendi sur notre plateforme jeune, n'a pas accès en tant que tel à la donnée qui procède de la banque. Et nous nourrissons des données de nos clients sur les différents services proposés par la plateforme pour enrichir nos propres données bancaires. Mais il n'y a pas de partage de la valeur de la donnée bancaire. Enfin, en tout cas, nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a pris le truc. Et d'ailleurs, c'est à telle enseigne que ces données-là ne sont pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas tellement de modèles sur le marché français, sur le cloud. Tout est bien chez nous, loqué, hein, et on espère parfaitement terminer. Alors il y a une exception quand même assez importante, parce qu'en fait, le client, il ne veut pas qu'on disperse sa donnée, mais il veut qu'on la valorise pour lui donner des bons services et des bons produits. Il y a une exception très importante qui s'appelle DSP2, la deuxième directive open sur les paiements,
qui permet au client de donner un mandat express à un prestataire agréé d'utiliser sa donnée pour lui proposer des services supplémentaires de paiement ou autre chose. Et ça va se développer. Pourquoi ? Parce que le client, il veut rentrer dans une approche de protection, mais une approche transactionnelle. C'est-à-dire que ce qu'il est et sa donnée, ça n'appartient à aucun autre acteur qu'à lui-même. C'est lui-même, d'ailleurs, RGPD a institué un système de propriété et de négociabilité de cette donnée, mais il ne se satisfera pas dans la durée que la donnée en question dorme, elle doit être valorisée. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre la protection maximale, qui est un droit absolu, quasi constitutionnel, et si on oublie ça, on est tous morts, et le client avec nous, mais en même temps, la capacité à le valoriser, et de plus en plus, on va voir, comme dans d'autres marchés comme aux États-Unis, des propositions de transactions. C'est-à-dire, si je regarde ton algorithme de compte avec un acteur agréé et que je t'offre une paire de skis avec 40% de réduction, est-ce que tu es d'accord, ami client ? Et pourquoi je fais 40% ? Parce que je vois que tu en achètes tous les 2 ans. Hein. Un schéma comme ça qui commence à exister, on va en voir de plus en plus, pour autant que ça soit encadré, régulé, protégé, mais la donnée, elle appartient à aucun d'entre nous. Elle appartient à son titulaire qui va de plus en plus exiger une valorisation de cette donnée. Hein. Ça, à mon avis, c'est très structurant pour l'industrie et pour les services en général. Et si j'illustre là par un petit exemple là, pour notre plateforme jeune, nos juristes ont une position assez, qui m'amuse maintenant, mais qui ne m'a pas amusé parce que ça nous a beaucoup compliqué la vie. Enfin, ils nous amusent rarement, nos juristes d'ailleurs, mais ils nous font réfléchir et merci à eux pour ça. Nous, on a de l'opt-in sur nos données bancaires. Voilà, et la plupart de nos clients nous autorisent à utiliser leurs données bancaires dans leur intérêt, à analyser leur... Dans la plateforme Wizbee, nos juristes ont considéré que cet opt-in ne suffisait pas. Parce que là, il s'agit d'autres types de données. Hein. C'est savoir si le gars va utiliser une plateforme de révision du code, une plateforme d'apprentissage des langues ou une plateforme de recherche de stage. Et ce n'est plus les mêmes types de données. Et donc, ils nous ont obligés dans notre parcours client à mettre un opt-in spécifique pour au moment de l'inscription de la plateforme. Donc on voit bien que là, alors après, que c'est quand même délicat et qu'il y a des réponses qui ne sont pas forcément dans le Beyond Banking, les réponses standards du opt-in du client bancaire. Peut-être aussi un mot de nous, donc le prestataire et comment est-ce qu'on aborde en fait ce sujet. Déjà on l'aborde avec, c'est un sujet qui est majeur chez nous. Donc pour reprendre un peu ce que disait Pierre, donc nous ce sont tous basés sur des serveurs qui sont des serveurs en France, dans des environnements qui sont extrêmement sécurisés, qui sont aussi complètement indépendants, ça va de soi, mais en fonction des partenaires avec qui on travaille. Et pour reprendre aussi, par contre, les mots d'Alain, on utilise et on va utiliser de plus en plus donc, toutes ces directives autour de DSP2 pour pouvoir vraiment comprendre ces données, les analyser, les interpréter, pouvoir pousser derrière des services financiers au bon moment. On n'est propriétaire d'aucune donnée. Tout ce qui est les données extra-bancaires, elles appartiennent aux clients. Donc on a le droit de les analyser, de les comprendre et tout, mais c'est vraiment le client qui est propriétaire. Et on n'est surtout pas propriétaire des données bancaires qui appartiennent à nos clients et qui appartiennent à leurs clients de manière très exacte. Je voudrais juste faire peut-être un petit schéma qui est par contre, je trouve, un petit cas d'usage intéressant, avec notamment la Banque Postale. C'est quelque chose qui a été extrêmement poussé. Par contre, cette mise en place de l'opt-in, par exemple, ou du double opt-in, quand on veut demander des services extra-bancaires à un client, permet parfois d'avoir des bonnes surprises et d'avoir une augmentation du nombre de clients qui se réabonnent aux communications de la banque qui sont importantes. Notamment des statistiques qui ont été très fortes avec la Banque Postale. Je n'ai pas le chiffre exact à date aujourd'hui. Mais à 30%. Combien ? À peu près 30%. Hein. 30% d'augmentation donc de reprise de contact avec les clients, parce que comme on leur parle maintenant de données qui sont, de services qui sont extra-financiers, ça les incite à pouvoir se réabonner avec leur banque pour qu'on puisse leur parler derrière de services financiers. Et puis il y a un autre moteur. Le client, il veut plus remplir de formulaires, il veut plus fournir de documents, il veut plus donner de garantie. Quand on prend les trois, on les agite. S'il veut avoir du service,
il va falloir qu'il ait une utilisation encadrée, intelligente et dynamique de sa donnée. C'est ça l'unique réponse possible à cette situation. Et ça, chez les moins de 35 ans, mais c'est l'alpha et l'oméga. Jamais on leur fait remplir un formulaire de 3 pages, jamais on leur fait donner des garanties pour tout un tas de sujets. Donc à la fin, s'il n'y a aucune appréhension de ce qu'est l'autre, on ne peut pas transacter. Donc en réalité, on voit bien qu'on va aller de plus en plus dans un modèle que j'appelle transactionnel, pour autant qu'il soit encadré, bien évidemment. Hein. C'est un modèle de ma donnée contre un service ou ma donnée contre un prix. Et évidemment, si j'ai les deux, le meilleur prix pour le meilleur service, je suis très heureux. On doit tous s'adapter à ça, c'est le sens de l'histoire. Alors j'ai une question live anonyme. Non, je pense que c'est une question qui n'est pas trop un aiguillon. Pensez-vous pouvoir séduire une cible plus âgée et moins connectée à terme avec de telles approches ? Oui, en tout cas, ce qui nous concerne beaucoup, et on travaille beaucoup en ce moment avec nos partenaires sur de nouveaux projets, à la fois des projets sur d'autres segments de clientèle, notamment la clientèle des seniors, sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire, qui est une clientèle qui est beaucoup plus connectée qu'il n'y paraît d'ailleurs, se dit en passage, et qui a des vrais besoins importants à son moment de vie. Il y a également aussi toute la clientèle professionnelle, sur laquelle il y a beaucoup de choses à faire, la clientèle des pros, mais il y a différentes typologies de pros, des artisans, des commerçants, des indépendants, qui ont des besoins qui sont très différents. Donc oui, voilà. Les seniors, tu parles des plus de 35 ans, c'est ça ? Je peux peut-être aller même plus loin, parce que côté assurance, on propose même de l'obsèque en partenariat avec des mutuelles, des pompes funèbres, etc. Donc la plateformisation voit large, quoi. En fait, il y a bien sûr, quand on est en B2C, le client digital est peut-être un peu plus jeune, mais quand on est en B2B2C, le distributeur vise, en fait, il y a un contact, il y a un conseiller entre le client et final et distributeur, et du coup, il n'y a pas de sujet. Enfin, la plateformisation répond à un besoin d'accompagnement d'un client plus senior, on va dire. Voilà, quoi. Et puis en plus, on peut aussi dire que la digitalisation est un des piliers, mais c'est peut-être pas l'unique. Il y a des cibles, c'est pour ça qu'on peut aussi parler d'ailleurs de Figital, il y a des cibles qui demain, et je pense notamment aussi à la Poste, qui a des services de proximité qui sont extrêmement importants en physique sur les terrains pour accompagner le client. Il y aura peut-être des catégories, des populations qui auront besoin à la fois de digital, mais aussi d'un accompagnement terrain. Et toute la logique de plateformisation, c'est de faire combiner au bon moment le service digital et le service de proximité. Et qui doivent en conserver le droit. On doit avoir le droit de ne pas passer par un écran. C'est important. Associer la plateformisation au digital seul, c'est pas vrai. Ouais, c'est exactement ça. Le téléphone, évidemment, vient tout de suite. Et puis, le réseau physique, quand vous avez la chance d'en avoir un, peut avoir un rôle important. Et c'est pas vrai que pour les seniors, évidemment. Même si les seniors, ils sont sans doute plus sensibles que d'autres populations. Parfait. Merci beaucoup. Une dernière main levée, une toute dernière main levée. 1, 2, 3, non, trop tard. Donc merci à tous, merci en particulier à tous nos intervenants d'avoir pris le temps, et on a gentiment débordé pour pouvoir prendre vos questions. Et donc on vous convie tous à un cocktail pour continuer l'échange de manière plus informelle. Donc merci à tous les invités, merci à tous les intervenants.